Ça marche? Je ne sais pas. Bon. Ça marche, monsieur. Ah bon. Donc, c'est la dernière séance ou des entretiens, disons, de la revue Poésie, régulièrement dans cette maison de la poésie, de la dernière de l'année, bien entendu, puisqu'on est en plus ou moins en décembre. Enfin, on n'en fera pas d'autres cette année. Alors, je vais vous dire quelque chose d'un peu ennuyeux, mais drôle quand même. J'ai travaillé ce matin, après avoir travaillé, enfin lu le vin pendant 15 jours, 3 semaines, et j'avais fait un truc, bon, 4-5 pages, mais assez précise, je l'ai oublié chez moi. Donc, je pourrais déglinguer ce truc par des restes de mémoire, malgré mon Alzheimer, mais Martine est partie le chercher à la maison, de sorte que je parlerai en dernier avant nos échanges, et je me contente donc pour le moment de dire qu'il s'agit de cet objet étrange, singulier, magnifique, qui comporte non pas 1000 pages, mais 2 fois 500. Et non, je ne vais pas. Je préfère que Guillaume commence au fond. J'avais évidemment, dans ma présentation, j'avais fait, en m'appuyant d'ailleurs sur la recension excellente de Stéphane Michaud en attendant Nadeau, une présentation en disant voilà ce qui se passe, c'est la première fois, les œuvres complètes, etc. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est déjà passé des choses avant, bien entendu, mais tout était, non pas seulement, c'est pas incomplet, mais c'est 50% à peine, en passant par tous les auteurs que Guillaume a énumérés. Et aussi en remarquant que le volume de la poésie allemande Pléiade, où Jean-Pierre Lefebvre a fait beaucoup, ne comporte que 3 poèmes de Nietzsche, et j'ai essayé, malgré vos tables fantastiques, de voir exactement les correspondances, parce que je voulais voir comment, on va parler de traduction, comment est-ce que Guillaume traduit par rapport à Lefebvre sur les poèmes qui étaient supposément les mêmes, parce que comme Guillaume est complet et qu'il y en a 3 à Colombo dans l'édition de la Pléiade, je voulais regarder ça de près. Bon, alors je dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, Guillaume, encore une fois, en m'excusant pour ne pas faire ce début que je vais mettre à la fin, si les autres et vous n'avez pas tout dit, auquel cas je ne dirai rien, et en donnant la parole, alors en présentant Marc Delaunay, Guillaume Étayer, Emmanuel Mazès, Jessica Wilker. Excusez-moi, on ne se connaît pas. Alors, voulez-vous vous présenter? Non, là, pour dire à l'Assemblée. Ah, Jessica Wilker, bonjour. Oui. Non, pardonnez-moi, vraiment, ces excuses. Il n'y a aucun problème. Bon. Et donc, je passe la parole primordialement, primairement, primitivement à Guillaume. Pour un mot de commencement. Et ensuite, sans parler, je ne sais pas. Non. Ou madame, enfin bon, on verra. Il me semble que c'est bien que vous disiez quelques mots maintenant, surtout après mon introduction ratée. Bonjour encore à toutes et à tous. Donc, merci Michel. Nous espérons que votre texte va peut-être arriver par pneumatique d'ici la fin de la séance. Donc oui, en effet, ce gros volume pose beaucoup de questions en fait, et des questions extrêmement disparates, hétéroclites, particulière à Nietzsche, en ce sens, particulière aussi à une entreprise d'intégrale. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on présente des poèmes qui ont été écrits à l'âge de 10 ans, 1854, je crois les premiers, peut-être même avant, bon, ça y est, je commence à oublier, c'est bon signe, jusqu'à la fin de la vie psychique consciente de Nietzsche en janvier 1889, forcément, l'écart, l'empan est tel que le résultat donne c'est un peu des montagnes russes. C'est des poèmes de genres très différents, de tonalités très différentes, de qualités très différentes aussi. C'est quand même forcément une production poétique très inégale, qui peut aller
dans de très hauts sommets, comme par exemple la ronde de Zarathustra, qui peut aussi être un petit peu moins réussi, comme tel poème sur la prise de Sébastopol, lors de la guerre de Crimée. Donc, des questions disparates, parce qu'on est un petit peu mis en contact avec l'atelier d'écriture que Nietzsche, finalement, a construit pour lui-même, en partie d'ailleurs avec des amis quand il était jeune, un atelier d'écriture poétique, si on peut dire. Et donc, beaucoup de questions. Une première question philologique, avec bien sûr toute la question dont on a déjà beaucoup parlé, de l'intégrale. Pourquoi est-ce que ça n'avait jamais été édité ensemble? Pourquoi est-ce que l'édition allemande de référence est fautive? Pourquoi il y a des problèmes donc, dans la transcription des manuscrits? Probablement parce que l'écriture dite gothique a été un peu oubliée. Alors ça donnait des espèces de poèmes un petit peu étranges, avec des mots qui n'existent pas, des mots coupés, ou bien des poèmes présentés comme de manière linéaire, alors qu'il y avait évidemment des rimes à l'intérieur, ou bien des poèmes qui ont été attribués à Nietzsche parce qu'il les avait recopiés dans ses cahiers et qui n'étaient pas de Nietzsche. Et pour ça, je dois dire que je voudrais remercier tout particulièrement le moteur de recherche Google, de son aide dans ses recherches, et notamment Google Livres, qui permet de retrouver des livres publiés dans les années 1830, et donc de vérifier les attributions assez facilement, et de se rendre compte que, par exemple, une autre raison de ce bazar, finalement, qu'étaient les poèmes de Nietzsche, a été la sœur de Nietzsche, pour ne pas la nommer, Elisabeth, qui a aussi introduit des poèmes qui n'étaient pas de Nietzsche dans les poèmes de son frère, notamment un poème patriotique anti-français, comme c'est étrange, qu'on retrouve en fait dans des journaux munichois des années 1830-40, quand Nietzsche n'était pas né, soit avait 1 an. Alors il était génial, et à 14 ans, il en était déjà à sa 3e période poétique, mais on a peine à croire qu'un poème publié en 1845 à Munich a été de sa plume quand même s'il est patriotique et anti-français. Donc j'ai retiré par exemple ce poème des œuvres de Nietzsche. Voilà, il y a un certain nombre comme ça de problèmes d'attribution aussi qui n'avaient pas visiblement été traités et qui font de cette intégrale à la fois une intégrale qui rassemble plus de poèmes que d'habitude, mais aussi qui enlève des poèmes qui n'appartenaient pas à Nietzsche. Ensuite, l'intérêt peut-être philologique de l'intégrale, c'est évidemment de permettre, par définition, l'exhaustivité, permet d'éviter les impasses. Elle a sans doute des défauts, l'exhaustivité. Elle ne permet pas de ne présenter que le meilleur visage du poète, mais au moins, elle a la qualité d'éviter les impasses. Or, en fait, les anthologies sont par définition des choix subjectifs. Parfois, la subjectivité qui les assume est en fait une subjectivité d'époque et pas une subjectivité de personne. Je donnerai un exemple que je donne assez souvent. C'est pas une haine personnelle. C'est pas l'éditeur de cette anthologie, mais en Poésie Gallimard, il se trouve que Michel Haar visiblement n'aimait pas la poésie historique. Je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense que naturellement, depuis des décennies, ça viendrait à l'idée de personne. Ça revient peut-être un peu avec le postmoderne, mais d'écrire des poèmes d'histoire. Or, il se trouve que Nietzsche, c'est comme ça, le jeune Nietzsche en particulier, écrivait des poèmes historiques. Et c'est un point que j'ai trouvé quand même assez intéressant, d'abord parce que c'est inactuel, ça nous fait prendre conscience de nos goûts et de nos dégoûts, et en même temps, ça dit quelque chose, je crois, de la façon dont Nietzsche se situe par rapport à l'histoire. C'est-à-dire justement toute sa critique de la science historique, au fond, dans la 2e considération inactuelle, en 1873, elle se comprend aussi parce qu'il y a cette préhistoire dans son œuvre poétique de travaux historiques par la poésie, de poèmes historiques qui sont des façons de s'emparer d'objets du passé de manière vivante, comme il dit, d'une façon qui parle directement à l'émotion du sujet, de son émotion personnelle. Alors j'en ai donné un exemple récemment au colloque Hyper-Nietzsche. C'est le poème qui s'appelle « En prison », qui est un poème sur la mort des Girondins,
Donc c'est le dernier souper des Girondins. Et en fait, on se rend compte, en cherchant les sources de ce poème, que Nietzsche s'inscrit dans une grande tradition, une très longue tradition de représentation de ce dernier souper des Girondins avant leur exécution. Et par là, en fait, on comprend qu'il s'explique déjà avec la tension qui existe entre les Lumières et la Révolution française. Voilà. C'est-à-dire, au fond, les Girondins qui trinquent au champagne, et normalement au vin rouge, mais chez Nietzsche au champagne, juste avant leur mort, avant d'être emmenés à l'échafaud, eh bien, en fait, c'est une image aristocratique, héroïque, des Lumières qui ont participé à la Révolution, mais qui, dialectiquement, d'une certaine façon, sont en train de se faire manger, dévorés par la Révolution, comme le dit Vergniaud lui-même, le président des Girondins. La Révolution est comme Saturne, elle commence à manger ses propres enfants. Donc on voit bien que Nietzsche s'intéresse grâce au poème historique, en fait, il fait de l'histoire, et en faisant de l'histoire, il fait bien sûr déjà de la philosophie de l'histoire nietzschéenne. Un autre exemple, je lui en ai parlé souvent, c'est le poème sur Louis XVI, sur la mort de Louis XVI. Donc en général, ce sont des morts, des derniers moments, des crépuscules. Et ce poème sur Louis XVI, il se termine par une espèce de jeu de pirouette intellectuelle. C'est Louis XVI qui pardonne, comme d'ailleurs dans l'histoire il l'a dit, qui pardonne à ses bourreaux et qui pardonne au peuple. En tant que disciple, lui qui est un disciple de la liberté et du sans-culotte Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est Louis XVI qui est à la fois le Christ et qui est en même temps un sans-culotte. Donc vous voyez, ça tourne. C'est-à-dire le moment où ça tourne comme ça, on sait qu'on est en train de lire du Nietzsche. Quand on commence à tourner sans fin entre trois termes qui d'une certaine façon créent une sorte de vertige comme ça. Et ça, évidemment, c'est déjà, alors qu'il n'a que 18 ans, aussi une interrogation sur les liens entre Révolution française et christianisme, donc révolution de l'égalité, égalité des âmes, inversion évangélique dans les béatitudes, et tout ça est un grand thème quand même de la philosophie nietzschéenne qu'on voit en germe dans les poèmes. Alors si on fait une anthologie dans laquelle il n'y a aucun poème historique, a priori on se passe simplement de mauvais poèmes, a priori on se dit que on a fait un bon travail, on a enlevé le gras, on enlève tous ces poèmes sur Louis XV, Louis XVI, Hermanaric, le duc d'Anjou, etc., etc. Il y en a des tonnes. Mais en fait, dans ces poèmes, par la philologie, on voit peut-être comment se constitue à la fois une culture historique, une réflexion sur l'histoire, un rapport vivant à l'histoire. C'est un des intérêts à mon avis, de l'exhaustivité, c'est d'éviter ces impasses et donc de mieux comprendre plus de choses. Mais évidemment, ce sont des réservoirs, c'est-à-dire que des ressources, ces textes. Là, j'ai travaillé récemment sur les Girondins, mais je ne l'avais pas fait avant. J'avais mis une note dans l'édition. Les Girondins ont été exécutés le 31 octobre 1793. Bon, voilà. Mais en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'arrière-fond aussi, toute une histoire littéraire derrière, Lamartine, mais des traductions, des adaptations en vers de Lamartine dans le contexte allemand par un grand nombre d'écrivains allemands. Et donc, en fait, il y a des pans entiers de la culture de Nietzsche qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas prêté attention à ses poèmes. Et ces pans entiers de la culture de Nietzsche, je crois qu'ils nous donnent des éclairages sur la philosophie de Nietzsche. Ça, je crois aussi, même si on pourrait s'intéresser qu'à la poésie de Nietzsche, mais je crois que c'est intéressant quand même de le ramener à la philosophie. Et donc on voit bien comment la poésie a été depuis toujours pour Nietzsche une activité constante, une activité même abondante, et comment évidemment il y a quand même des périodes. Il y a des périodes à la fois où cette activité est moins intense, des périodes où elle se renouvelle, des périodes où elle stagne. On peut le dire un peu rapidement par principe. Donc l'enfance, l'adolescence, c'est une période de grosse production poétique. Donc disons de 1852 par là, peut-être 4 à 1864 à peu près.
Et puis après, on voit, c'est très frappant de voir disparaître quand même, hein, s'éclipser la poésie au profit de la philologie. Donc dans les cahiers de Nietzsche, on voit qu'on ne trouve plus de poèmes, mais on trouve des notations en grec et en latin, des précisions sur plein de choses de l'ordre de la philologie antique. Hein. Et puis, à un moment, en 1871, j'en ai parlé parfois, il y a un pic comme ça, il y a un moment poétique, on va voir des paysages suisses, normalement, un moment apparaître, notamment lié à un séjour dans les Alpes suisses, qui est une sorte de révélation avant l'heure de la volonté de puissance, hein, dans le poème, dans l'hymne à la mélancolie. Et après ça, la naissance de la tragédie, etc. Nietzsche revient à la poésie au moment du gai savoir, pour ne plus la quitter jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce d'activité poétique un peu adolescente, très intéressante, parfois par ses résultats, souvent, le plus souvent, par ce qu'elle signale d'un rapport, comme je vous l'ai dit, à l'histoire, à la nature aussi, à la tradition poétique, hein, à toutes sortes de choses. Et ensuite, il y a une espèce de moment un peu de silence poétique et un retour à la poésie avec l'idée que la poésie peut être une façon de faire de la philosophie. Alors, une façon de faire de la philosophie, une façon peut-être de mettre en forme des idées, ça c'est au moment du gai savoir, hein, avec la préface, c'est le prélude, hein, le Vorspiel in Deutschen Reimen, le prélude en rimes allemandes du gai savoir, et cette série de 63 épigrammes, hein, comme Nietzsche les a appelés lui-même, qui sont des sortes d'emblèmes, de philosophèmes, hein, de petits poèmes philosophiques qui rassemblent en des ensembles très brefs des points nodaux de sa pensée. Hein. Par exemple, le fait de comment être un maître et un disciple. Hein. Le bon disciple n'est pas celui qui m'imite, hein. Le bon disciple est celui qui suit sa propre voie. Et c'est comme ça qu'il me ressemble, hein, qu'il ressemble à son maître. Voilà, cette disjonction classique de la philosophie de Nietzsche qui tient très bien dans un quatrain, hein, par exemple. Voilà, plein d'expressions poétiques, disons, de philosophèmes, hein, qui constituent des éléments de sa philosophie. Donc d'une façon à la fois un peu didactique, mais en même temps aussi légère, enjouée, avec de l'ironie, et je crois que Jessica en parlera, de l'auto-ironie, de l'autodérision. Ça, c'est la Suisse. Bon, ça ne fait pas très volonté de puissance comme ça, mais c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et donc, cette série d'épigrammes, bien sûr, est un peu didactique, mais aussi la forme choisie par Nietzsche, la forme des rimes, hein, la forme brève, la forme du sarcasme, hein, la tradition latine, romaine de l'épigramme, est une façon de mettre en scène ces idées philosophiques. Il y a tout un jeu sur la folie, notamment, hein, la bouffonnerie, qui doit être un élément de la pensée pour qu'elle ait une valeur, selon lui. Donc ça, c'est le moment du gai savoir. Et puis après, il y a encore des tournants, comme ça, bien entendu, dont les plus connus sont les versets, on pourrait dire, de Zarathustra. Il y a encore quelques poèmes, même en vers réguliers. Et puis, bien sûr, les dithyrambes de Dionysos, où là, on peut dire que Nietzsche invente vraiment une langue. Alors, il ne s'empare pas seulement d'une forme, hein, de formes existantes, les rimes redoublées, hein, ces rimes faciles, hein, volontaires, et qui ne cessent de redoubler dans les poèmes autour du gai savoir, mais aussi une véritable langue, alors un peu symboliste, jouant sur les synesthésies et aussi sur les jeux de mots, hein, avec des mots valises, voilà, hein, avec des mots valises dans lesquels il essaye justement de condenser, de montrer ce qu'il y a d'organiquement condensé dans sa pensée, comment psychologie, philosophie, généalogie, tout ça peut en fait se rassembler dans un jeu de mots. Ça, c'est un petit peu la dernière période de la poésie de Nietzsche. Voilà, et puis il y avait aussi une question de traductologie, question de traduction. Je pense que Michel voulait en parler ou en parlera tout à l'heure. Donc bon, moi j'ai fait le choix de traduire en rime ce qui est en rime et pas en rime ce qui n'est pas en rime. Voilà, j'ai fait un choix un peu primaire. Mais en même temps, ce choix primaire, il s'explique, je trouve, il se justifie par la nature de l'objet. C'est-à-dire un objet, comme je le disais, tellement hétéroclite dans ses styles
qu'au fond, c'est aussi une façon pour un traducteur de pratiquer différentes manières de traduire, qui sont en même temps toujours la même, c'est-à-dire traduire toujours au regard de la forme adoptée par le poète. Mais ça me permettait de ne pas être enfermé dans un mode de traduire, malgré tout, de ne pas tout traduire de façon régulière et classique. Donc, il y a certains poèmes, il me semblerait, notamment ces épigrammes dont je parlais tout à l'heure, il me semblerait totalement absurde de les traduire sans leur appareil sonore, parce qu'au fond, ils ont été construits comme ça. C'est un prélude en rimes allemandes, ils ont été construits pour faire résonner comme ça de manière un peu clinquante, volontairement clinquante, des rimes, des jeux de sonorités de cet ordre-là, un peu parodique. C'est une parodie de poésie qui sert de prélude à un ouvrage philosophique. Donc là, ça aurait été absurde. D'ailleurs, les traductions, je trouve, qui ont été faites, à part une, celle de Klossowski, qui est particulièrement réussie, mais en général, on les lit presque pas, d'ailleurs. Ces poèmes qui précèdent le Gai Savoir, on tourne les pages, un peu comme les traducteurs sont passés à la ligne, au fond. Bon, parce que quand il n'y a pas la forme pour ces petits poèmes-là, ça n'a pas vraiment de sens. Ça fait plus sens parce que ça fait plus son. Et bien sûr, les poèmes de jeunesse, c'était amusant aussi de les traduire un petit peu avec leur naïveté, leur romantisme, leur belle rime, leur longue période, leur belle vague rythmique. Et bien entendu, quand Nietzsche change de style, quand il écrit par exemple les Dithyrambes, dans un style, disons, plus de vers libre, on pourrait l'appeler comme ça, à ce moment-là, évidemment, j'ai essayé aussi de suivre cette indication formelle et puis aussi de rendre des jeux de mots par des jeux de mots, des mots valises par des mots valises. Parfois, évidemment, comme font toujours les traducteurs, en traduisant un jeu de mots à la place d'un autre, etc., en faisant des métathèses, ça c'est évidemment classique, mais en essayant de rester à la fois autant que possible littéral et en même temps formel. Voilà, la lettre et la forme, avec bien sûr à chaque fois des négociations entre la lettre et la forme, et des négociations dont le vainqueur n'est pas toujours le même. Alors donc, un troisième point peut-être, je ne sais pas si je peux continuer ou si je suis trop long. Non, vous allez continuer, mais au fond, je vais me donner la parole 2 minutes, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais prévu, avant tout, c'est-à-dire en commençant, de faire entendre, c'est-à-dire pour 2 minutes, en exergue, si vous voulez, 2 ou 3 kleinen Bruchstücke, enfin des morceaux, on peut appeler ça comme ça, des brefs poèmes, ceux qui sont terminaux, quelques-uns dans la traduction de Guillaume, simplement pour faire entendre. Alors, on ne va pas lire en allemand, je vais lire la traduction. Donc, j'avais choisi pour faire entendre quelques-unes de ces traductions. C'est avec rien qu'ils se sont fabriqués leur Dieu. Quel miracle! À présent, il n'est plus rien pour eux. Appliquée, confiante, chaque journée me monte, claire comme l'or et étale. Tu as regardé des choses plus sombres et plus sales que n'importe quel visionnaire, la volupté de l'enfer, aucun sage encore ne l'a parcouru. Non que tu aies renversé l'idole, mais que tu aies renversé l'idolâtre en toi, c'est cela qui fut ton courage. On ne vint en rien sans colère. Débris d'étoiles, de ces débris, j'ai bâti mon monde. Bon, donc voilà. Sur de larges et lentes marches, montées à mon bonheur. Notre chasse à la vérité est-elle une chasse au bonheur? Vérité pour nos pieds, vérité sur lesquels danser. Je ne suis qu'un faiseur de mots, qu'importent les mots, qu'importais-je? Aux braves, aux joyeux, aux abstinents, je chante cette chanson. Alors, Guillaume, vous continuez si vous voulez, mais on peut alterner
Ah, donc, Moi j'ai fini. vous avez fini. Vous allez recommencer tout à l'heure, bien entendu. Si on me pose des Alors, questions. Allez-y, et puis ensuite Marc, et ensuite Emmanuel, par exemple. Et moi, si j'ai mon papier, je glisserai à la fin. Bien, bon, je ne sais pas si ça marche. Ça va. Je vais commencer comme on fait toujours, en remerciant Guillaume de m'avoir invité à participer. Et en disant le désarroi que j'ai éprouvé d'abord, juste après qu'il m'a proposé cela, enfin la participation, puisque je connais assez bien Nietzsche, je connais très mal les poèmes de Nietzsche. Donc je les ai lus. Je connaissais les poèmes qui sont recueillis dans les œuvres en prose, avant les savoirs, dans Humain, trop humain et dans le Zarathustra. Je ne connaissais pas du tout les poèmes de jeunesse, que j'ai donc découvert dans ce gros livre qui est posé 3 fois sur la table, qui fait effectivement à peu près 1000 pages, et j'ai découvert donc dans ce gros livre qu'il y a énormément de poèmes qu'on ne connaît pas, enfin, que je ne connaissais pas et qu'on ne connaît pas en général, qui sont des poèmes de jeunesse. Je crois, je n'ai pas compté les pages, mais je crois que si on fait le compte, il y a plus de la moitié du livre qui sont ce que l'on pourrait appeler des tâtonnements, en fait une espèce de mise en jambe du très jeune Nietzsche pour essayer, pour s'exercer, pour voir comment on écrit un poème. Ce qui au début était un peu déconcertant parce que ça ne ressemble pas tellement au Nietzsche que l'on connaît quand on connaît la prose. Et en les relisant, j'y ai trouvé un certain goût. Ça a mis un petit peu de temps. Parce qu'il y a des poèmes qui sont assez touchants et qui ressemblent, me semble-t-il, alors on lit toujours, je crois, avec la culture de lecture que l'on a, c'est-à-dire que moi, quand je lis des poèmes que je ne connais pas, j'essaye d'y retrouver, ou cela se fait automatiquement, d'y retrouver des choses que j'aime chez d'autres poètes. Et j'ai trouvé des choses, beaucoup, j'ai peut-être un peu exagéré, donc j'ai enlevé des choses de ce que je voulais dire. J'ai trouvé des choses qu'on trouve par exemple dans des poèmes de jeunesse, donc des sortes d'exercices, des jeux de mots, des expérimentations. Chez Mallarmé et chez Rimbaud, alors c'est là aussi dans des poèmes qu'il ne voulait pas voir publiés, mais qui ressemblent un petit peu, dans des poèmes que l'on pourrait appeler des poèmes de circonstance, pour un anniversaire, à sa maman, des lettres pour faire un cadeau, pour accompagner un cadeau, et qui sont assez jolis, et qui font entrevoir, me semble-t-il, des choses que Nietzsche va ensuite théoriser, si l'on peut dire, dans ses textes en prose, dans ses textes philosophiques, à savoir une certaine méfiance envers les mots, méfiance envers le langage, méfiance envers la poésie aussi, comme mensonge. Alors ça, ce sont des choses très connues, et dont Nietzsche se sort, ou dont il se débarrasse par une chose que tu as évoquée il y a quelques instants, à savoir l'ironie, la dérision, voire l'autodérision. Donc je voulais parler un peu de cela, notamment en parlant de 2 poèmes précisément. Alors j'ai hésité un petit peu, je me sentais pas très capable et ni très justifiée pour faire un envol très général de l'ironie, de l'autoparodie dans les poèmes de Nietzsche. Donc j'ai choisi de parler de 2 poèmes qui, pour ceux qui ont le livre, je vous indique la page, mais nous allons les lire. Ce sont des poèmes qui sont brefs. Dans le livre, il figure à la page 291. Un poème, donc ce sont des poèmes qu'il a écrits à l'âge de 19 ans, en 1863. Qui sont des exercices de style, véritablement, que l'on pourrait donc appeler des exercices de dérision, des exercices de versification, et peut-être, j'espère pouvoir l'indiquer dans quelques instants, de moquerie du langage lui-même, avec quelque chose qui annonce d'une certaine manière, de façon assez inattendue, ce que l'on trouve un siècle plus tard avec l'Oulipo. Donc Nietzsche oulipien, ça me semblait étrange, mais ce n'est pas tout à fait impossible et pas tout à fait injustifié, me semble-t-il. Alors, donc, ce sont 2 poèmes. Le premier porte, je ne sais pas si c'est le titre que Nietzsche a donné, en tout cas, oui. Donc, s'intitule Sonnet.
Guillaume n'a pas ajouté titre. C'est un sonnet et cela s'intitule Sonnet, effectivement. Je peux... C'est le seul sonnet de Nietzsche. Voilà, merci. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'était le doute que j'ai eu, parce que j'ai tout lu assez rapidement, mais tout lu quand même. Et en lisant, j'avais l'impression qu'il avait effectivement écrit un seul sonnet, ce que Guillaume confirme. Donc, c'est bien. J'ai, non pas paresse, mais par acquis de conscience, je me suis dit, je vais quand même vérifier, non pas relire les 1000 pages, mais vérifier si vraiment Nietzsche a écrit un seul sonnet, si je me suis trompée. Et donc j'ai fait ce que l'on fait dans ces cas-là en général, j'ai tapé sur Google, Nietzsche, sonnet. J'ai essayé sur Google, j'ai essayé sur plusieurs moteurs de recherche, on tombe sur deux choses, Guillaume Métayer, premier résultat, et deuxième résultat, et ça c'est assez étonnant et ça m'a laissé perplexe et en même temps ça m'a enchantée. Le premier résultat quand on tape sur Google Nietzsche sonnet, c'est de façon très surprenante Rainer Maria Rilke, Élégie de Duino. Très bizarre. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça marche sur 3 moteurs de recherche différents. Donc, ce qui veut dire que personne, apparemment, n'a jamais rien dit sur ce sonnet de Nietzsche. Le deuxième poème, je vais le lire dans un instant, le deuxième poème ne porte pas de titre pour le coup, mais commence par un vers étrange, encore plus étrange en allemand peut-être que dans la traduction de Guillaume. Je lis juste le tout début, de l'odorat, la fortification. Donc ce que je propose, c'est que c'est un poème très étrange et donc à mon avis oulipien. Je vais peut-être lire, même si j'imagine que tout le monde ne parle pas l'allemand, mais certains quand même peut-être, puis c'est de la poésie quand même. Comme les poèmes sont brefs, je vais les lire intégralement, peut-être d'abord le sonnet, et tu peux le lire en français d'après. Ensuite j'en dirai 2-3 mots et ensuite le deuxième. Et ce qui permettra également de parler de la traduction qui est très bien. Enfin, on n'est pas là pour flatter Guillaume, apparemment je vais le faire quand même. Donc, je lis en allemand le sonnet d'abord. Ohne Verse heißt es keine Gabe, ohne Verse voll von Scherz und Witz. Dichten musst du, sollst du, kannst du, Fritz. Darum stürmt ich fort im raschen Trabe. Machte in die Ader einen Ritz, merkte, dass zu eng der Dichtung Schlitz, dass den Witz ich drin gelassen habe. Nimm drum, krätzt ich auch gleich als ein Rabe, dies Sonett als einen schlechten Witz, freudig, dass ich drin gelassen habe, Spott, Satire, Hohn, sehr scharf und spitz. Nimm mit Großmut diese kleine Gabe, große Dichterin von deinem Fritz. Es fehlt eine Zeile, ist das auch ein Witz? Sans vers égale sans cadeau, sans vers remplis d'humour et de plaisanterie. Tu devrais et tu dois, tu sais rimer, Fredo. Aussi m'élançai-je au galop, et d'un coup ma veine fendit. Remarquez que le trou en mètre n'est pas gros, et j'y ai mis tout mon esprit. Prends, malgré mes cris de corbeau, ce sonnet pour une faible plaisanterie. Sois heureuse que j'y ai mis sarcasme aigu, vive satire, raillerie. Prends généreusement ce modeste cadeau, grande poétesse, des mains de ton Fredo. Il manque un vers, encore une plaisanterie. Merci beaucoup. Donc je vais en dire 2-3 mots. Commencer d'abord, cela confirme ce que Guillaume a dit il y a quelques instants, à savoir que c'est un sonnet en fait tout à fait classique, même plus que classique peut-on dire, que tu as traduit en rime, n'est-ce pas? Comme les poèmes rimistes que tu as dit tout à l'heure. Donc sonnet absolument classique, à part peut-être une exception, 14 vers. Pour être plus précis, en fait il y en a 13 plus 1, puisque on a essayé de faire une petite pause à l'avant-dernier vers, enfin au dernier vers en fait, puisque le tout dernier vers, en français, il manque un vers, encore une plaisanterie, point d'interrogation. Le dernier vers est en fait une ligne de point de suspension, et ensuite vient le vers que l'on vient de lire. Donc, cela reste en suspens avec autre chose ensuite.
C'est un poème, alors je peux essayer de le résumer, il n'est pas très compliqué. C'est un dialogue, si l'on veut, entre une grande dame, appelée grande poétesse, et le poète qui dit « je ». Elle commence par s'adresser à lui pour lui demander un poème. Il essaye d'en faire un et le lui offre à la fin pour être à la hauteur de ce qu'elle lui demande. Et à la fin, il lui manque un vers et donc elle le lui fait remarquer. Donc le poème, c'est ça. C'est un sonnet que l'on peut appeler classiquement autoréférentiel ou réflexif, un sonnet qui parle de lui-même, de ce qu'il est en train de faire, ce qui, d'une part, inscrit Nietzsche dans la modernité, si l'on veut, d'autre part, n'est pas non plus très nouveau pour la forme du sonnet. On voit cela, par exemple, j'ai pris 2 exemples assez connus. Au XVIIe siècle, chez Saint-Amand, il y a exactement le même procédé, un sonnet qui se termine par une ligne de points de suspension. Et l'avant-dernier vers, chez Saint-Amand, je vais vous le lire, c'est « Si quelqu'un sait la rime, il peut bien l'achever ». Ou encore, plus près dans le temps de Nietzsche, chez Tristan Corbière, il y a un sonnet également assez connu qui s'appelle « Sonnet avec la manière de s'en servir », donc qui donne le mode d'emploi en même temps qu'il est en train de faire un sonnet. Donc, il s'inscrit là-dedans, il connaît le procédé et donc écrit un sonnet sur le fait d'écrire un sonnet. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est assez bien réussi. En plus de cela, donc on a l'affaire, du point de vue du contenu, on a affaire à quelque chose que l'on peut appeler un don du poème, pour reprendre le titre d'un poème de Mallarmé. C'est un don qui est réclamé par celle à qui il est adressé, donc la grande poétesse. Ce que ce poème a de particulier et d'assez difficile, c'est qu'il est en rime, mais que dans tout le poème, donc sur 14 vers, nous avons en fait que 2 rimes, qui sont une rime en itz, qui n'est pas si simple en allemand, et une rime en hab, donc hab à chaque fois, et donc cela alterne. Donc il s'impose une certaine difficulté, il s'en sort en même temps, et là je vois donc pointer l'ironie ou la dérision si l'on veut, pour sortir de cette difficulté de trouver 8, puisqu'il y a 8 rimes en itz, de trouver des mots. Il prend en fait à plusieurs reprises exactement le même mot qui rime. Et notamment, tu le fais aussi dans ta traduction, Guillaume, le prénom du poète, il prend le diminutif, Fritz, qui en plus en allemand est souvent un personnage un peu humoristique, qui est d'autre part le diminutif de Friedrich, donc on l'identifie lui-même par cela, et c'est un mot qui dans le poème apparaît 4 fois et 3 fois à la rime, et que tu as traduit par Fredo, ce qui est une bonne idée, pour Friedrich Nietzsche, effectivement. Donc, non, 2 fois Fritz, pardon, 3 fois, intéressant aussi, le mot Witz, pardon, je me suis trompée dans le décompte, plus une autre fois, ce qui là aussi est un signe en fait que c'est un poème qui est à prendre comme une plaisanterie. Witz étant un mot important non seulement pour Nietzsche mais pour tout le romantisme allemand, comme on sait, puisque cela veut dire à la fois plaisanterie, c'est par cela que tu l'as traduit en général, mais qui peut aussi vouloir dire esprit ou mot d'esprit chez Freud notamment. Tu prends les 2 traductions, je crois. Et donc, c'est comme si par cette répétition 3 fois à la rime Witz, il insistait sur le fait que le poème n'était en fait rien d'autre qu'une plaisanterie, qu'un Witz, quelque chose comme cela. Il y a par cela, je passe assez rapidement, un effet de boucle qui montre aussi que c'est un poème autoréférentiel ou réflexif. Le poème commence par 2 vers qui commencent en disant « pas de vers », sans vers, sans vers. La grande dame lui dit « si tu ne m'offres pas de vers, tu n'auras pas de cadeau ». Et cela se termine par « il manque un vers ». Donc c'est un sonnet qui est encadré en quelque sorte par absence de vers, ce qui semble dire aussi que ce qui se trouve au milieu n'est pas grand-chose. Deuxième effet de boucle, et dernier, parce que je vais avancer, au tout début, dans le premier vers, on lit « keine Gabe », qui veut dire « pas des cadeaux », et cela se termine quasiment dans la dernière strophe par « kleine Gabe », ce qui est quasiment la même chose. On ajoute une lettre pour faire de « pas des cadeaux », un petit don. Donc là aussi, on a une espèce de bouclage, si l'on veut.
2 points encore, assez rapidement. La dame lui répond un poème pour se faire aimer par elle, pour faire vite. Il y a une suite que je ne vais pas relire de 6 vers où il se lance dans quelque chose d'assez pathétique. Stürmt ich fort, lit-on en allemand. M'élancai-je au galop, c'est au 4e vers. Il se présente vraiment comme un poète, on dirait du Sturm und Drang, qui se précipite, qui galope, qui... Pardon ? Exact, voilà. Donc qui s'élance au galop. Alors il y a élancé, on a le galop, qui va jusqu'à se tailler, se couper les veines pour voir si du sang qui peut sortir de ce verre, il peut faire un poème. Tout de suite après, cela retombe et on voit que ce qui sort de ces veines coupées est en fait rien, parce que l'entaille était trop mince pour qu'il puisse en sortir quoi que ce soit, et surtout pas le Witz, l'esprit. Une fois que cet élan est retombé, il se compare lui-même non pas à un poète romantique éploré, très inspiré, non pas à un oiseau comme le poète romantique qui peut se comparer à l'oiseau qui chante très joliment, mais au corbeau qui est en train de croisser, 8e vers, krächzt ich auch gleich als ein Rabe, qui en plus est un vers très étrange à lire en allemand, c'est juste un vers, donc je peux vous le relire. Il est très malaisé à lire en allemand parce qu'il n'y a que des monosyllabes, donc il est très haché, à part le dernier mot, et très long. C'est le vers le plus long du poème qui fait complètement sortir du rythme ce que tu as senti, j'imagine, en le traduisant. Et il est volontairement très long parce qu'on pourrait très facilement en enlever 3 mots pour que ça colle au rythme normal. Donc il y a vraiment un remplissage qui casse complètement le rythme. Je le relis. Nimm drum, krächzt ich auch gleich als ein Rabe. C'est mal où mettre les accents quand on le lit en allemand, en fait. Ce qui est quelque chose avec quoi Nietzsche joue de façon plus sérieuse dans d'autres poèmes, me semble-t-il. Il a toujours une espèce... Il essaie de coller à l'accentuation du vers allemand, qui marche par accent, et non pas par des comptes de syllabes, et il en sort. Donc il est tout le temps dans une espèce d'attitude un peu distante pour dire « attention, je fais de l'art, mais je sais que c'est une illusion, et donc je vais montrer que ça ne marche pas ». Donc j'ai l'impression qu'il fonctionne toujours un petit peu comme ça. Dernier point, Guillaume a parlé de jeux de mots il y a un instant, il y en a un au moins dans ce poème, peut-être plusieurs, et notamment à partir du mot peut-être le plus important de ce poème, qui est le mot allemand Dichtung, qui veut dire poésie, évidemment, sauf que Dichtung en allemand a plusieurs sens, ce que tu indiques en notes. Tu ne mets pas beaucoup de notes explicatives, mais quelques-unes utiles. Dichtung veut dire poésie, donc noble, peut vouloir dire également quelque chose qui est dense, D-E-N-S-E, donc la densité de quelque chose, et a une signification beaucoup plus profane, à savoir le joint de plomberie, par exemple. C'est exactement le même mot, ce que tu traduis, et donc, comme Nietzsche l'emploie quand il parle de l'entaille dans la veine, qu'il faut boucher avec une espèce de joint, ça fonctionne. Je relis les 2 vers dans la traduction de Guillaume. Et d'un coup, ma veine fendit, remarquez que le trou en mètre n'est pas gros. Et donc tu as traduit par en mètre, ce qui est une jolie idée pour rendre cela, puisque mètre est évidemment aussi un mot qui a plusieurs significations. Donc c'est pour cela, j'imagine aussi. Et dernier point, ensuite je passe au deuxième si on a le temps, mais sinon je peux céder la parole. Il me semble que par cette répétition de beaucoup de termes, donc Witz, Witz, Witz tout le temps, Fritz, Fritz aussi plusieurs fois, ce qui n'est pas très très poétique au sens banal du terme, on a l'impression que c'est un poème qui piétine peut-être et qui boite, voire qui balbutie d'une certaine manière. Donc on a vraiment une espèce de répétition, ce qui montre qu'on peut être face à une plaisanterie peut-être aussi, si l'on veut. Donc, je ne sais pas si je passe au deuxième poème ou si... Ça me dirait bien, j'aime bien t'écouter, mais je ne sais pas, oui. On a le temps ? Oui ? Oui. Ok. Peut-être... Donc, passons au deuxième, brièvement, ok. Brièvement au deuxième, donc qui le suit dans le livre immédiatement. Je lis en allemand, pas très long, il fait 17 vers. Tu lis après en... Ouais. Ça, c'est des listes de rimes que Nietzsche a fait. Un fragment de poème et des listes de rimes, hein, parce qu'il était quand même très obsédé par la rime. Et tu as travaillé de la même manière, j'imagine ? Non.
Non. Je lis. Il est très étrange en allemand, ce poème, un peu moins dans la traduction. Als des Geruchssinns Kräftigung, als lautere Schnupftuch-Dufteinreibung, als schlechter Dünste Dunstvertreibung, als Nervenschmerzverflüchtigung, als süßer Lüfte Einverleibung, als Saft voll Kraft bei Krampf und Reißen, ach, übel schlimm wie Rost für Eisen, für blühende Gesundheitsbilder, Studentenkneip-Aushängeschilder, für bösen Mund und Schmerz der Zähne, für Magenweh und für Migräne, für Leid und Krankheit allerhand als Lebenselixier bekannt, als solche Tiere wunderbar bring ich dir diese Fläschchen dar, auf ganz besonderes Verlangen, denn ich kann damit nichts anfangen. De l'odorat la fortification, du mouchoir l'odorante friction, des puanteurs la dissipation, des névralgies l'évaporation, de suaves senteurs l'incorporation, pour crampes et élan un suc rempli de nerfs, ah grave mal, telle la rouille pour le faire, tel pour emblème fleuri d'un régime sain, des enseignes d'estaminets et estudiantins, pour bouche patraque et rage de dents, pour la migraine et l'estomac dolent, pour un paquet de maux et maladies, reconnus comme un élixir de vie, comme de tels animaux de merveille, je te fais présent de ces bouteilles, avec un souhait très particulier, car je ne peux rien en tirer. Merci beaucoup. Alors, poème, donc c'est le poème qui me paraît oulipien. Je vais expliquer très brièvement pourquoi. Vous l'avez compris, c'est un poème en fait qui est aussi une espèce de don de quelque chose qui accompagne un cadeau, en l'occurrence un cadeau de bouteilles. Ce sont les 3 derniers vers. Je te fais présent de ces bouteilles, car je ne peux rien en tirer. Donc, je t'offre quelque chose en sachant que cela ne sert à rien. Dans les 14 vers qui précèdent, il énumère, en fait, tout le poème est une longue liste, une longue énumération de plus en plus absurde, pas de plus en plus, ça commence par le plus absurde, en énumérant tout ce à quoi ces bouteilles, ou ce qui se trouve dans ces bouteilles, peuvent servir. À guérir toutes sortes de maladies, je l'ai noté, à fortifier l'odorat, à dissiper de mauvaises odeurs, à guérir de migraines, de mal de dents, de mal de tête et je ne sais quoi encore. Donc, poème là aussi qui s'annihile lui-même d'une certaine manière, mais qui a autre chose encore. Donc, ce n'est pas uniquement une énumération un petit peu absurde et une liste de mots étranges, mais il joue lui aussi sur 2 choses. D'une part, la répétition. En fait, on a pendant 5 vers toujours la même rime, ce que tu as rendu. En français, toujours, ça se termine toujours par ION, fortification, friction, dissipation, évaporation, incorporation. En allemand, c'est pareil, ça se termine par qui est le suffixe qui sert à former un substantif à partir de quasiment n'importe quel verbe ou adjectif. Ce ne sont pas des rimes richissimes, parce que c'est toujours la même, d'une certaine manière, donc ça piétine là aussi. Et en plus, il forge des mots. Alors, l'allemand, pour ceux qui n'en ont jamais fait, a la particularité de pouvoir coller autant de substantifs que l'on veut ensemble. Donc là, l'exemple, si je prends par hasard, au hasard le vers 9, ce que Guillaume traduit par des enseignes d'estaminet estudiantin. Enseigne d'estaminet estudiantin, on a 3 mots en français. En allemand, on les colle ensemble et ça donne un mot à l'apparence complètement absurde parce qu'il y a 29 lettres, en fait. Un peu comme le anticonstitutionnellement dans la langue française, qui est le plus long apparemment. Et donc, dans tout le poème, il joue avec ça, c'est-à-dire qu'il colle ensemble des substantifs qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble. J'ai fait le compte, il y a un substantif de 25 lettres, un autre de 27, un autre de 29. Ce qui fait qu'au début, on essaye de comprendre, et à partir du 3e, 4e vers à peu près, on se rend compte que c'est juste un jeu pour arriver à quelque chose qui est complètement absurde. Le vers 9, le mot du vers 9, en allemand? Donc en français, des enseignes d'estaminet estudiantin, Studentenkneip-Aushängeschilder. Ce qui veut dire tout ça ensemble, c'est dans l'autre sens, et c'est effectivement, il y a 29 lettres, j'ai compté. Le vers 2, c'est pas mal aussi. Hein.
Et le vers 2, absolument, c'est pas simple d'ailleurs. Als lautere Schnupftuchsduft Einreibung. Ou le vers 4, on a Nervenschmerzverflüchtigung. On a vraiment l'impression que c'est le contraire d'une poésie tout à fait romantique, classique, belle, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui annonce, ou est déjà, avant l'heure, quelque chose qu'on peut appeler une poésie sonore, simplement. Finalement, le sens des termes ne sert pas à grand-chose, et ce dont ce qui est plaisant dans ce poème, c'est justement qu'on a l'impression de ne plus rien comprendre et qu'on attend à chaque vers ce qu'il va encore trouver de plus long, de plus absurde, pour arriver à quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup le Mallarmé, plus même. Mallarmé appellerait ça de l'inanité sonore. En fait, on a vraiment des sons, uniquement des sons, des mots qui ne servent à rien, qui sont absurdes, on n'est pas loin de l'absurde aussi, et qui aboutissent en plus à quoi ? À un don de bouteille à quelqu'un, donné avec le gentil mot « je te les donne parce que je ne sais pas quoi en faire ». Donc on est vraiment dans une démonstration de quelque chose d'absurde. Je vais terminer là-dessus. Et d'une certaine manière, alors pourquoi est-ce qu'on peut parler d'ironie ou d'autodérision ? C'est assez clair, me semble-t-il, parce qu'il se moque en fait du langage, comme il le fait dans ses textes en prose aussi, en disant de toute façon je me méfie du langage puisque le langage ment, est une illusion. Si on est méchant ou si on est plus gentil, n'est rien qu'une seule belle apparence, mais derrière laquelle il n'y a pas grand-chose. Je m'y adonne quand même en tant que poète, mais je vais essayer de la miner un peu de l'intérieur en essayant d'en faire quelque chose d'absurde, de dérisoire pour arriver à une certaine duplicité, si l'on peut dire. Donc, d'une part, écrire un poème qui fonctionne, parce qu'il y a des rimes, et d'autre part, parce que c'est absurde et que ça marche uniquement par des sonorités et non pas par du sens, arriver à quelque chose d'absurde. Et donc, ça colle pour moi quand même. Et je trouve que, alors pour la traduction, j'ai lu en allemand d'abord, parce que donc, je ne connaissais pas ces poèmes pour la grande partie. Et en lisant en allemand d'abord, je me suis dit que c'était impossible à traduire, en fait. Bon, pas bon. C'était pas le plus facile à traduire, oui. Oui, c'est le remède miracle, c'est le thème du charlatan qu'on va retrouver après chez Nietzsche, hein, et bien sûr le thème de la maladie, qui sont finalement cette espèce d'abondance charlatanesque qui s'autodétruit. Ouais, c'est déjà le Nietzsche ironique en fait. Ce qu'on comprend, c'est que le Nietzsche ironique n'est pas seulement exactement un héritage de sa lecture des Lumières, etc., françaises notamment. Mais qu'il est déjà là, bien avant la rupture avec Wagner et Schopenhauer, en fait. Il est déjà là dans ses premiers essais poétiques. Et même un Nietzsche métapoétique, avec ce sonnet qui parle de sonnet, qui n'est pas un sonnet, tout en devenant un sonnet au moment où il dit qu'il n'en est pas un, etc. Bon, je crois que tu as fini, Jessica. Merci beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé. On passe la parole à Marc. Marc. Emmanuel Lanterdier, ça va ? Il faut que je parle devant le micro, oui. Oui, merci Guillaume de me donner la parole là autour de ta traduction de Nietzsche. Je suis là en tant que traducteur de Nietzsche aussi, et évidemment pas du tout des poésies de Nietzsche que j'ai dû traduire, traduisant les textes en prose de Nietzsche. Et bien évidemment, j'ai fait comme la plupart de ceux que le travail de Guillaume dénonce avec bonheur, c'est-à-dire que j'ai eu tendance inévitablement à mettre entre parenthèses des poésies de Nietzsche qui encadraient ses œuvres en prose. Bon. J'ai eu tort, je le confesse. En lisant les traductions de Guillaume, je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. Mais ainsi est la vie. Et c'est simplement que maintenant, j'en ai beaucoup de regrets. Il a fait une œuvre absolument salutaire, alors du point de vue philologique qu'il rappelait. Comme les Français ont malheureusement l'habitude de ne pas prendre en compte les impératifs ordinaires de la philologie la plus élémentaire, c'est-à-dire de publier les œuvres complètes des auteurs qui sont importants. Il était important que Nietzsche ait aussi un traducteur compétent, et pas simplement en matière de traduction, qui donne la totalité, l'intégralité des œuvres poétiques de Nietzsche. Ça va de soi. Ça va surtout de soi,
je dirais, quand c'est fait. Une fois que c'est fait, on applaudit. C'est avant qu'il aurait fallu, évidemment, s'en préoccuper et applaudir. Ce qu'il a fait est remarquable. C'est un outil de travail. Tout le monde se servira de ce volume désormais. Mais ce serait parfaitement injuste de ne saluer en Guillaume que le traducteur scrupuleux qui a eu, disons, cette bonne étoile philologique au-dessus de sa tête. Non, c'est lui-même un poète. Et alors ça fait toute la différence. Je suis absolument ravi de lire des poèmes là où je lisais ce qui, en allemand, avait beaucoup de peine à me séduire. Bon. Il peut se passer parfois en traduction, j'en ai une assez longue expérience, des petits miracles qui n'en sont pas moins des miracles. C'en est un. C'est-à-dire que l'œuvre traduite est meilleure que l'original. Si vous voulez lire Nietzsche dans l'original, libre à vous. Mais si vous voulez apprécier Nietzsche quand même un peu au-delà de ce qu'il a écrit, alors lisez Guillaume, car vous lirez l'œuvre du poète qu'il est par ailleurs et qu'il faut saluer. Je dois dire qu'en allemand, là, le dernier poème qui est lu, avec ses mots valises composés, me fait évidemment rigoler pour les mêmes raisons que n'importe quel Allemand qui sait très bien qu'on peut mettre des mots l'un après l'autre pour constituer des mots composés dont le sens est parfois ambigu. Si j'écris Mädchenhandelsschule, j'ai écrit une espèce de petit monstre qui veut dire tout aussi bien école de commerce pour filles que école de traite des blanches. Donc ça peut être drôle dans un poème, mais si vous voulez, on est loin quand même de la vraie poésie. Le problème, par ailleurs, que le travail de Guillaume suscite et qu'il repose, et c'est là que mon intérêt pour son travail prend, à mon sens, beaucoup plus de sens, c'est qu'il pose le problème des rapports entre poésie et philosophie. Parce que c'est ce qui est à l'arrière-plan de son travail. Et effectivement, Nietzsche est bien un auteur qui permet de penser ce problème constamment oublié, ou plus exactement, constamment mis entre parenthèses ou biaisé. C'est-à-dire, on veut bien admettre qu'un philosophe puisse aussi avoir des idées brillantes sur la poésie ou puisse parfois commettre des poèmes. On admet beaucoup moins facilement que la poésie puisse penser philosophiquement. C'est-à-dire penser poétiquement, comme le dit Hannah Arendt à propos de Walter Benjamin. Penser poétiquement est quelque chose qui est une échéance beaucoup plus exigeante qu'il n'y paraît. Nietzsche s'est lui-même essayé à le faire. Il a écrit un ouvrage, comme chacun sait, qui s'appelle Le Zarathustra. Bon, ainsi parle Zarathustra. Le Zarathustra est une traduction par Nietzsche des contenus théoriques qu'il avait déjà avancés dans Humain trop humain, Aurore et Le Gai Savoir. C'est une transposition allégorisante qu'il a commencé dans une sorte d'enthousiasme. Et cet enthousiasme a donné en quelques années, trois années, 3 livres. Et bizarrement, Nietzsche se retrouve à la fin de cette écriture du Zarathustra dans une situation qui est à la fois enthousiaste lorsqu'il en parle à son éditeur ou à ses amis, et en même temps secrètement très déplaisante pour lui, car il ne peut pas se dissimuler qu'à ses yeux, ça reste un échec. On en a un témoignage très exact dans le fait que, après avoir écrit les 3 premières parties, Nietzsche veut en écrire une 4e. Pour dire quoi? Pour dire ce qu'il était censé dire déjà dans les 3 premières parties, à savoir exposer ce qu'il voulait exposer dans le Zarathustra, à savoir la doctrine de l'éternel retour. Il n'y parvient pas, ou plutôt, il n'y est pas parvenu comme il eût souhaité y parvenir. Donc il écrit une 4e partie du Zarathustra. Cette 4e partie est écrite après la publication du Zarathustra en 3 volumes,
Et cette quatrième partie, payée par lui, à l'éditeur, une édition à compte d'auteur, compte une 50aine d'exemplaires. Et cette quatrième partie, au bout d'un certain temps, Nietzsche charge son ami et secrétaire Peter Gast, à qui il dictait son œuvre, d'aller en récupérer l'exemplaire chez tous les amis à qui il l'a donné, pour faire littéralement disparaître cette œuvre, disons, du champ de la communication. Et en même temps, Nietzsche entame la rédaction, prend des notes pour une 5e partie du Zarathustra, en disant à Peter Gast, donc son confident le plus proche, celui qui recueille les textes qu'il lui dicte, qu'il n'a pas encore trouvé le style qu'il lui faut pour le, je cite, poète-prophète qu'il est, je dirais, qu'il voudrait être. Et ainsi, le Zarathustra, qui chez lui va faire l'objet de tous les éloges, dans Le crépuscule des idoles, qui est une sorte de résumé de sa propre pensée à la fin de l'année 88, dans Le crépuscule des idoles, donc, Nietzsche réaffirme que Zarathustra est à ses yeux le livre le plus profond dont il a fait don à l'humanité. Mais dans le même crépuscule des idoles, les meilleurs compliments stylistiques qu'il s'octroie concernent ce qu'il a réussi avec le style aphoristique. Et on voit très bien ainsi un horizon plus sombre à l'arrière-plan de l'écriture nietzschéenne, qui est l'hésitation fondamentale: où est ce poète-prophète qui ne parvient pas à exprimer ce qu'il voudrait dire dans une forme nouvelle à laquelle il n'est pas tout simplement parvenu. Le Zarathustra est un échec tellement retentissant que c'est par le biais de Zarathustra que l'ironie de l'histoire va assurer à Nietzsche un triomphe. Le premier triomphe posthume qu'il aura connu juste après la Première Guerre mondiale, et de la manière la plus dérisoire, la plus lugubre qui soit. Car juste avant la guerre, juste au début du déclenchement de la guerre, en décembre 14, le prix Nobel de l'époque, Gerhard Hauptmann, grand écrivain allemand que tout le monde désormais a oublié, mais enfin à l'époque il était prix Nobel, écrit dans le Berliner Tagblatt, donc un quotidien berlinois, décembre 1914, il écrit un article pour expliquer pourquoi le soldat allemand a une supériorité morale sur son adversaire. Et il dit: tout fantassin allemand emporte dans son havresac le Zarathustra de Nietzsche. Bon. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, le Zarathustra de Nietzsche existe comme volume de la grosse octave, Ausgabe, donc une édition inuite, reliée, qui vaut très cher, et vous ne voyez pas le brave Bavarois qui va au front mettre dans son havresac plutôt un Zarathustra dont il ignore l'existence que des saucisses. Et par conséquent, les gens qui, comme le brave soldat d'infanterie bavarois, ignorent encore ce qu'est le Zarathustra, parce que l'édition de La Sœur de Nietzsche vient de paraître, à peu de choses près, quelques années qu'elle vient de sortir, se lance dans la lecture du Zarathustra. Au lendemain de la guerre, le Zarathustra est en Allemagne le livre qui, dans la librairie, est le plus vendu derrière la Bible. Ironie double. Celui qui est l'expression d'un Dysangile talonne dans les ventes la lecture, la Bible. Mais il ne reste pas moins que le Zarathustra, non seulement est un échec du point de vue stylistique, mais que le Zarathustra comporte un passage sur les poètes. C'est un chapitre de la deuxième partie qui s'appelle « Des poètes ». Et qu'est-ce que dit Zarathustra à propos des poètes? Il dit: nous sommes là des poètes. Les poètes sont des menteurs. Autrement dit, Zarathustra régresse immédiatement
à un niveau qui n'est même pas aussi intelligent que le ion de Platon, en ne reconnaissant pas au poète une mania au moins comparable à celle qui, dans le Phèdre, est censée frapper les philosophes. Donc on voit bien que Nietzsche n'a pas réussi, même dans le Zarathustra, même quand il est question des poètes, à faire droit à ses intuitions premières, qui datent d'un petit livre qu'il n'a jamais publié, qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral, où Nietzsche, parmi les philosophes de notre modernité, est tout de même le premier à avoir souligné la préséance de la métaphore sur le concept et à avoir insisté précisément sur la poétique qui précède la conceptualité. Donc avoir ouvert une voie, disons, en esthétique, pour aller vite, mais avec tout le poids que ça représente du point de vue philosophique, avoir ouvert en esthétique une voie dans laquelle on ne peut plus accorder si facilement de privilèges conceptuels, ce qui signifie, du point de vue évidemment technique, qu'il faut penser à relire ce que le brave Kant avait déjà bien vu dans la troisième critique, mais pas seulement dans la troisième critique, dans son anthropologie, ce qu'on néglige toujours en philosophie de lire, à savoir que le symbolique concernait la majeure partie de nos activités linguistiques par rapport au conceptuel, qui lui était plutôt lié au schématisme. Et dans l'anthropologie, Kant va plus loin, puisqu'il va jusqu'à imaginer ce qui est remarquable d'intuition, que notre perception même pourrait obéir, puisqu'elle passe nécessairement aussi par une synthèse langagière, à des tropes. Et donc, il y aurait en quelque sorte, à l'origine même de la liaison entre raison, imagination et langage, une préformation tropologique de cette liaison qui ferait qu'ensuite, évidemment, ce que l'imagination discursive produit obéirait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, non pas aux impératifs de la raison arbitrant sur la liaison entre l'intuition et l'entendement, non, obéirait d'abord, et sans le savoir, à des grandes catégories rhétoriques qui lui échapperaient tant qu'on ne s'avise pas du fait de cette préexistence du poétique sur ce qui ensuite, évidemment, deviendra philosophique. Ce n'est pas simplement une prééminence historique. On sait très bien que la poésie a existé avant la philosophie, que la philosophie a plutôt une existence tardive par rapport à la poésie, ça va de soi. Mais la liaison entre les deux me paraît une piste de recherche que les travaux de Guillaume ouvrent. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'il l'ouvre en matière de... en ayant choisi Nietzsche comme thème de sa traduction. Non. Il l'ouvre aussi en tant que traducteur qui ne peut pas faire ce qu'il fait sans réfléchir à ce qu'il fait et aux raisons qui font qu'il agit ainsi, c'est-à-dire un poète. Et les poètes ne sont pas naïfs, comme on sait, et les poètes pensent. Ça peut paraître scandaleux à beaucoup de gens qui imagineraient le poète romantique, ou selon des stéréotypes romantiques, mais le poète pense énormément. Bon. Il pense éminemment, pourquoi ? Parce qu'il pense sur le premier matériau qui est nécessaire à la pensée, c'est-à-dire le langage. Et la priorité à accorder, me semble-t-il, désormais on arrive à une époque où nous avons maintenant les instruments qui nous permettent les instruments conceptuels, les instruments esthétiques, les œuvres qui nous permettent de réfléchir sur cette question. Nous pouvons, me semble-t-il, à travers des tentatives comme celle de Guillaume, il ne fait pas que cela, réfléchir à une autre dimension, une autre orientation des rapports entre poésie et philosophie. Ça vaut aussi pour la littérature, ça va de soi. Bon. Mais à une réorientation de la réflexion de la philosophie, prenant en compte
sa dépendance et je dirais peut-être sa dette à l'égard de la poésie. Excellent. Vas-y. Ouais, j'ai plus grand chose à dire, mais. Ouais. Non, mais d'abord, pour dire que je ne suis ni universitaire ni philosophe, donc voilà, plutôt du côté de la poésie et de la traduction, et à ce titre-là, voilà, c'est vrai qu'il semble que nous ne sommes pas là pour te complimenter, mais je te complimente quand même, parce que c'est vraiment totalement extraordinaire ce que tu as fait. Moi, voilà, en tant que traducteur de poésie, je dois dire que la virtuosité, la fluidité, l'inventivité, la musicalité, la poésie, voilà, du poète que tu es, enfin, vraiment, voilà, c'est un monument. Je sais pas, il y a un mot, par exemple, un truc, une invention, enfin, il y en a plein, mais c'est celle qui m'a... Vezani Vanzin, à un moment donné, tu vois, ça c'est un truc que Paul Celan aurait pu faire, tu vois, lui qui traduisait dans un poème d'Apollinaire où il y avait neige, qui mettait le mot naig, tu vois, qui trouvait comme ça des trucs. Voilà, c'est inspiré. Donc ça c'est très important. Sinon, deux mots, moi je vais être très bref et très chaotique. Mais l'avant-dernier fragment, Michel a lu de très beaux fragments enfin, l'avant-dernier tout simplement. Verwirrten Glockenschlägen gleich im Walde, sonnerie de cloches égarées comme en forêt. Ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, pour deux raisons. Il y a un conte d'Andersen qui s'appelle La Cloche, qui est un conte extraordinaire, où des enfants comme ça sont attirés par le son d'une cloche qui leur échappe en permanence et qui les égare, et ils s'égarent eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord de la mer, donc qui est une espèce de métaphore de la vie, de la nature, de l'énergie. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans cette poésie que j'ai découverte comme mes camarades de tablé ici, c'est la force poétique. C'est-à-dire, tu dis dans ton introduction à un moment donné, voilà, bon, enfin, je sais pas, tu avec ta modestie innée et élégante, bon, c'est pas toujours extraordinaire, il y a des hauts et des bas, etc. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est une œuvre de poésie extrêmement saisissante dans l'ensemble. Enfin, j'ai pas tout lu, mais dans l'ensemble. Et qui est à la fois égarée et qui nous égare, et c'est ça qui est bien. C'est ça la vraie poésie pour moi. Alors cette idée de petites idées à ce propos, enfin voilà, il y a une sorte d'énergie. Alors il parle de le poète et le fou, la folie, etc. Et c'est magnifique parce que, pour un peu prolonger peut-être ce qu'a dit Marc, pour moi en tout cas, qu'est-ce que la folie du poète? C'est le rapport pathologique presque que le poète a avec le langage. C'est-à-dire, ce n'est plus le langage comme outil de communication, ce n'est plus le langage qui est de manipulation, ce n'est plus le langage d'endormissement, pour revenir vers le champ nietzschéen de l'endormissement et de l'éveil. C'est autre chose, donc c'est une folie. Donc le rapport du poète à la langue est un rapport foncièrement pathologique et fou au sens noble du terme. Et c'est comme ça que je lis, que je comprends grâce à toi cette poésie. Et c'est aussi une poésie, d'une certaine manière, je trouve, performative, dans ce sens qu'elle, enfin en tout cas les poèmes, peut-être pas les poèmes de jeunesse, bon, qui ont leur propre vertu et beauté, etc., mais les poèmes dont vous avez parlé, les dithyrambes et tout, c'est une poésie dont le but est de nous réveiller. J'ai noté un passage du Zarathustra dont tu as si magnifiquement parlé, Marc. Frotte les yeux afin d'en chasser le sommeil, toute myopie et tout aveuglement. Écoute-moi aussi avec tes yeux. Ma voix est un remède, même pour ceux qui sont nés aveugles. Et quand une fois tu seras réveillé, tu le resteras à jamais. Et je trouve que c'est une poésie qui réveille à jamais. Enfin, en tout cas, il y a cet élan, il y a cette énergie. Voilà.
Et je trouve ça extraordinaire pour moi. Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci. Merci, Manuel. Bon, alors, avant les échanges entre nous peut-être et avec vous, j'espère, je dis quelques mots en laissant tomber bien entendu la présentation plus ample de l'ouvrage que maintenant chacun a un peu parcouru mentalement. Alors moi, j'ai commencé quand je vous ai lu, entrelu, puis relu, parcouru, puis attentivement. Je cherchais si le parti pris, mettons, musical, entre guillemets, c'est-à-dire, au fond, des formes régulières, la question musicale réapparaît, à respecter, transposer. Alors, ne conduisez pas Guillaume à des forçages disputables. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais enfin, c'était un de mes soucis de lecteur. C'est ça. Et je dois dire que j'ai posé des questions à mon ami Stéphane Michaud, germaniste, et à d'autres, Dominique Tassel. Mais est-ce que ce qui l'amène par la rime, par la rime, dépêtrer, par exemple, à un moment, tu traduis dépêtrer, je n'ai plus l'expression allemande, pour avoir la rime avec être. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça dépêtrer là-dedans? Enfin bon, c'était une question qui me souciait dans le rapport à cette traduction, ce type de littéralité. Je vais parler d'un autre type de littéralité, bien entendu, pour ouvrir des questions, pas du tout pour prétendre à jeter une opinion qui ne serait qu'une opinion. Hein. Bon, alors, et en remarquant une fois pour toutes, comme tout le monde ici, que ces audaces, ces forçages sont très, très féconds. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand je disais à Stéphane, mais ça, c'est pas possible, pourquoi il traduit ça comme ça? Il me disait, au fond, c'est ça aussi que c'est possiblement signifié. Bon, alors, donc je vais me risquer maintenant, si vous voulez, à quelques questions de traductologie. On dit depuis Berman traductologie ou traductique, là, général, trop général sans doute, non pas du tout pour objecter, mais pour la grande tâche benjaminienne. Alors sur le fond de cet axiome, en disant, là, oui, il y en a qu'on peut parler d'axiome, pour ne pas dire principe, là, la traduction, le traduire, c'est la construction, on va dire, archimillénaire de la bénédiction de Babel. C'est très important de ne jamais perdre ça de vue. L'archéologie même, c'est notre avenir, comme on le dit de toutes parts. Qu'est-ce qui reste à faire, à traduire avec ça veut dire. Et je cite aussi dans les marges l'entreprise de Barbara Cassin, qui est quand même formidable, qui est ouverte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ça intraduisible, qu'est-ce que c'est que l'intraduisible. Bon, ça c'est une espèce de fond axiomatique. Alors maintenant, mon entre guillemets, inclination, mon parti, si vous voulez, puisque je dis quel parti prendre, qui n'est pas du tout une opinion, comme vous le savez, c'est une contribution dans le conflit des traductiques, est celui d'une littéralité optimale possible entre langues cousines, linguistiquement, bien entendu, parentes, c'est-à-dire là où c'est possible. Hein, c'est possible. Donc, ça ouvre un certain nombre de langues, bien entendu, groupe, disons, latin, et plus lointainement, comme on disait à l'époque, indo-européen, mais ça ne concerne que quelques centaines de langues parentes. Bon, alors, pour faire entendre cette optimale, littéralité optimale possible, oui, parce que très souvent, Guillaume, je regardais par exemple des incipides fameux, comme celui de la Divine Comédie. Au fond, quoi de plus simple à traduire que in mezzo del camine della nostra vita, me retrovai par una selva oscura, que era smaritata. Et il n'y a pas un dans les dizaines de traductions, et quelques-unes très fameuses récentes, pour ces premiers vers fameux, qui devraient en somme dicter la consécution, la conséquence est dans une littéralité, je veux dire un mot à mot, c'est la question, un mot à mot parfait, et bien même là,
il n'y a pas... c'est ça qui est au fond très étonnant. Or, je pense qu'il doit y avoir, je ne sais pas si on peut dire la meilleure, mais une façon, dans ce cas-là, d'une littéralité. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond, le mot à mot, quand il est possible. Bon, alors, je fais une comparaison. En fait, si disons, je vais suivre un petit filon métaphorique un peu bizarre. Une comparaison, ce n'est pas vraiment une comparaison au sens de la profondeur requise par la poétique, mais c'est on va dire un filon métaphorique pour essayer de faire entendre ce que je dis là, évidemment. C'est un filon métaphorique de dentisterie, de dentiste, en termes d'implant. Question d'implantation, transplantation. L'opération est de faire rentrer dans une langue 1, appelons ça une langue 2, alors langue, vous voyez ce que veut dire, langue, mâchoire, d'une langue qui se présente donc, dans la parenté en question, dans des ou disons en mots, une langue 2 dans une langue 1, et réciproquement, visible donc dans le côté face à face des deux langues, sur les deux pages, disjointes, conjointes, hein, et donc, au passage sigal, loin, très loin, je pense que c'est réglé ça aussi, de la querelle dite de Royaumont, qu'on a connue il y a une trentaine d'années, où il était question que la traduction ne soit pas accompagnée, refuse d'être accompagnée de la version originale de langue 1. Là, c'est réglé. Bon. Alors, une littéralité d'un plan pièce à pièce dans l'autre mâchoire, je dis ça aussi en pensant à la bouchée intelligible de Claudel. Un boucher intelligible, au fond, c'est pour un petit peu étayer mon filon métaphorique, qui n'est pas de grande comparaison, mais ça ne fait rien. Jusqu'à donc cette espèce d'implantation ou transplantation jusqu'à ce que ça s'ajuste, ça colle sans souffrance. Hein. On ne sent plus, dit-on chez le dentiste, on ne sent pas que c'est on ne sent plus rien, qu'on ne sent plus rien de mal ajusté. Bon, c'était comparé à mon rêve de traduction avec ce qui est ici. Donc, un parti forcément à discuter, hein, parce que Guillaume il est obligé, comme tout ce parti pris qu'il aura, à ne pas du tout suivre, alors que c'est parfois possible, mais alors ça perdrait, par exemple, la séquence hémistiche, iambique, s'il y en a une, ou bien la rime, etc. Bon, alors, c'est un. Alors, je ferai donc une. Pourquoi troisième remarque? On aurait fait deux déjà. Ah oui, c'est-à-dire, je veux dire, la bénédiction de Babel, ça c'est une remarque. Les implants, c'est une deuxième remarque. Alors, je fais une troisième remarque, qui est une question massive, elle aussi. Il y a des âges de la traduction. Tout traduire est retraduire. Les herméneutiques se succèdent épocalement. Je dirais, dans un langage qu'on peut admettre, même si on n'aime pas Heidegger, historialement, pour faire parler, au profit de notre temps, pour faire parler le sens N-1, la première herméneutique, pour notre temps, pour notre aujourd'hui, notre considération, prenons un mot de traduction Nietzsche, considération actuelle, hein, notre continuation inventive aujourd'hui, pourquoi ne pas dire création comme les gens aiment dire, même si, bon, notre création d'aujourd'hui. Donc ma question c'est, que faire de Nietzsche aujourd'hui, si j'ose dire? Alors, je vais me faire comprendre par un ou deux petits exemples pour rapidement. Pendant 50 ans, le vers fameux de Hölderlin, que justement Heidegger présentait comme un des 5 leitmotifs, bon, le vers fameux, en tout cas, Was bleibet, aber, stiften die Dichter, fut traduit, je dirais métaphysiquement, comme on disait à l'époque, traduction, disons, du milieu du XXe, qui faisait absolument autorité, ce qui demeure, les poètes le fondent, le langage de la Gründung, du Satz vom Grund, ce langage-là, c'était la traduction de ce grand vers. Maintenant, c'est-à-dire un siècle après, attention,
est-ce que j'oserais dire nous avons besoin, je ne sais pas très bien là, ça, c'est pas, il faudrait réécrire mieux, nous devons entendre, guillemets, et c'est une traduction que j'avais proposée donc il y a déjà une vingtaine d'années, ce qui reste, was bleiben, les restes, ce qui reste, les artistes, Dichter, parce que le poète, évidemment, Dichter en allemand, c'est bon, justement les artistes, alors redonnent, rejouent. Est-ce que c'est possible, Stiften, mais pourquoi pas la fondation? On a remarqué souvent qu'en même temps, c'est le Stift, c'est-à-dire l'école de Hegel, Derlin, Schelling. Bon, alors, les reliques, les restes, les reliques sont à faire parler prophétiquement. Il y a même, alors je dirais même en allant exagérer, en exagérant beaucoup, savoir, il y a donc plus audacieusement encore, plus désespérément, je disais, futuriblement, à transformer, c'est-à-dire à déformer en étrange ou à la faveur d'une étrange paronomase de très grands vers sur lesquels on est bloqué, pour ainsi dire, je vais prendre un exemple, défigurés pour refigurer et transfigurer en, je dirais même peut-être pour déromantiser ou désanimismiser, désanismer, jusqu'à, alors je me suis risqué à partir de Nerval chimérique, pour faire entendre ce qui n'est pas du tout une traduction, mais une deuxième tentative de transfiguration, si on veut dire défiguration, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Traduction qui n'est pas une traduction, exploitation, défiguration par votre serviteur, l'impur, l'apostrophe impur, l'impur esprit s'accroît dans l'aubier des paroles. Bon, j'ai fait le coup avec Villon, mais c'est plus facile avec Villon, c'est-à-dire le frère humain qui après le frère migrant qui avec nous vivait, et reprendre une relique pour faire une prophétie d'aujourd'hui, frère migrant qui avec nous vivait. Le coup sur Nerval est évidemment plus difficile à avaler. Je le crois encore plus important. Bon, alors, est-ce que je... Moi, Jean, il faut reprendre 4-5 minutes quand même. Là, je fais une parenthèse aggravante. Hein. À côté et avec le fameux plus d'une langue, maintenir une seule langue. Parler une langue, ma langue, je pense à Arendt évidemment, tout ce qu'il a dit là-dessus, la seule langue où je néologise, c'est-à-dire pense, c'est-à-dire entendre le sens double. Entendre équivocité, c'est même trop peu dire, c'est le sens intestinement contrarié, contrariant, le sens double, le sens dépliable et non relevable d'une locution, d'une expression, de l'idiome profond. Exemple avec un lacanisme, manquer à sa place. Ah, manquer à sa place. Oui, c'est pour un Français né dans sa langue. Alors là, on dit attention, qu'est-ce qu'il oublie non, pas du tout. C'est la question d'une seule langue et plus d'une langue. Il ne faut pas oublier une seule langue. Alors, manquer à sa place, c'est si on veut, c'est un intraduisible. La question étant pour une autre langue de faire entendre donc ce que j'appelais ici le double jeu ou le double de Lacan, c'est-à-dire petit a, ne pas occuper sa place. Petit b, ne pas pouvoir, ne pas manquer là où je suis. Ne pas occuper sa place, ben, qu'est-ce que tu fous, tu n'es pas à ta place? Tiens, il n'est pas allé au bureau, il manque à sa place. Bon. Mais ça veut toujours dire ça, si il manque à sa place, c'est ne pas pouvoir, ne pas manquer là où je suis. Oui, je suis dans un sens ouvert, être, doit être, devoir être, là où je suis. Bon. Alors, c'est là où je glissais cette affaire de, en même temps que plus d'une langue, le fameux propos où Derrida a ramassé, formule qui se trouve maintenant sur l'épée de Barbara Cassin, mais sans oublier une seule langue, ma langue, mais qui n'ont pas du tout ma langue pour dire oh là là,
comprendra pas du tout. C'est justement cette salle intraduisible. Voilà. Alors, bon, je prends encore plus de risques. Je ne voudrais pas ne rien dire, et donc à mes risques et périls, là, hein, et malgré mon insuffisance dramatique de connaissance et de pratique de l'œuvre de Nietzsche, hein, je ne voudrais pas ne pas risquer quelque chose sur donc on va dire, le nietzschéisme pour aujourd'hui, question philosophique historiale, si vous voulez, dans ce que Heidegger appelle la dévastation et l'attente au XXIe siècle, même si, disons, c'est XXe, le texte, la dévastation et l'attente. 2 siècles après le déchaînement génial et prodigieux du nihilisme. Là, alors c'est une question, oui, Guillaume, vous allez me répondre là-dessus. Disons d'une certaine façon, la recontextualisation de Nietzsche le tire en arrière, le remet au XIXe siècle. C'est-à-dire son exercice constant, extraordinaire, de versification, alors on va dire régulière, appelons ça classique si vous voulez, qui porte sur l'histoire passée, l'histoire récente, l'histoire contemporaine, tout ce qui a été tout à l'heure mentionné, évoqué, cité par Guillaume et les autres. Donc, nous permet, alors dans cette édition précieuse, d'accompagner, de comprendre justement la contemporanéité, si j'ose dire, des poèmes de Nietzsche avec les événements de ce temps, mais, et donc de faire, si on veut, rentrer Frédéric Nietzsche dans le rang, alors c'est là que je prends l'héritage, qui n'est pas celui de Hölderlin avant, ni de Rilke, je ne m'arrêterai pas sur Rilke, après, je prie de grands poètes allemands, grossièrement dit, n'eût-on conservé de Frédéric Nietzsche que ce volume, imaginez catastrophe, et aucune autre grande œuvre, Nietzsche serait-il, je vous voyais même, ne serait pas un grand poète, penseur, poéticien pour aujourd'hui. Alors, un peu moins grossièrement formulé, de quoi s'agit-il pour nous sinon de traverser le nihilisme, Jenseits, en le poussant plus loin, l'accomplissant, l'achevant, hein, une pensée du rien, dont on connaît les synonymies, si vous voulez, mort de Dieu, transvaluation, mais justement, transvaluation impuissante devant la dévaluation de toutes les valeurs, et je dirais aujourd'hui, peut-être faut-il renoncer même au lexique des valeurs, au lexique de la valeur, pour quelle invention, de quelle possibilité de surhumaniser, avec cette pensée au sujet du, enfin, qu'on peut formuler pour ce qui est du rien, qui s'avance, qu'il faut traverser, on entendrait aussi ça, nous n'avons rien de commun, rien en commun, nous avons donc le rien en commun, et là aussi il faut passer par Mallarmé, c'est la question de Mallarmé, est-ce qu'il a su, enfin, et je fais allusion, on en parlera ici un jour, au livre récent de Jean-Claude Milner, qui reprend cette affaire-là à néant et qui envoie promener Baudelaire pour Mallarmé, avec le fameux Soléonix. Mais je n'en reviens pas là-dessus, c'est trop rapidement dit. Ce que je veux suggérer, c'est que, au fond, parmi, alors moi je dis nous, qu'est-ce que ça, nous, évidemment, nous qui c'est là. Et justement, donc la question on va dire d'une traversée du nihilisme, non pas du tout pour en sortir, ça veut dire quoi en sortir? C'est justement la question, c'est rester dedans d'une façon surhumanisée, qui ne soit pas du tout, évidemment, le dessin animé. Peut-être, est-ce que ça peut avoir lieu, ou si on dit, on va reprendre le travail de Nietzsche, est-ce que ça peut avoir lieu dans la culture mythologique grecque? Apollon, Dionysos, le couple fameux et fantastique Ariane, et aussi, d'ailleurs, il faudrait ajouter à ça, pas davantage, qu'on va appeler l'histoire sainte chrétienne, Greek Jew, l'histoire sainte chrétienne, version populaire de la théologie, elle-même oubliée.
paraît même oublié, je veux dire que si on emmène les gosses dans des musées, la peinture occidentale, enfin européenne, au moins, s'est occupée pendant des siècles à peindre de chemin de croix, l'histoire sainte. Alors, évidemment, on emmène les gosses au musée, il dit qu'est-ce que c'est que ça, incarnation, ascension, de quoi est-ce qu'on nous cause? C'est peut-être pour ça que la peinture est devenue abstraite. Alors, comment l'immémorial devenu immémorable est comme perdu, ou mettre ça en question, est-il perdu? La translation au studiorum interrompue. Il faut nous poser ces questions par rapport à Nietzsche. Alors, comment démythologiser Nietzsche, puisque son formidable transport a échoué, pas aujourd'hui, puisque nous parlons lettrés, et je ne parle évidemment pas du wagnéro-nazisme, ne revenons pas là-dessus, ni de rôle platonisé, comme a fait Heidegger, pour faire rentrer Nietzsche dans le rang. Non, mais que faire de ça aujourd'hui? Alors, nous sommes passés de Zara, tout sera Zara, à Zorro, de Dionysos, D-N-Y-S-A, Disneyland, D-S-Y, Disney World, de l'américanthrope du XXe siècle au robot anthropomorphe puéril. Nous sortons du langage des langues et du tu cuisès, passons à l'identitaire ADN retraçable au faciès, etc. etc. Ah, ce que Michel Art, on y a fait allusion tout à l'heure au livre de Michel Art, c'est un beau livre sur Nietzsche. Non. Oui. Un beau livre sur Nietzsche. Non, c'est vrai. Enfin, oui. Appelait l'illusion délirante de la science. Attendez, ça aussi, ça renvoie, disons, au Göstel heideggerien. La question aussi, je dirais, on va peut-être compris que par très peu d'heideggeriens, ça ne fait rien. La question, c'est que l'Ereignis, c'est le Göstel, si j'ose dire. Alors, question pour finir, par quel renversement poétique post-nietzschéen, qui ne sera pas post-nihiliste, frayer un nihilisme salvateur, s'il pouvait y en avoir? Par quelle fable kafkaïenne refrayer une issue ultramince, une issue poétique? Ça rejoint un petit peu, j'espère, les dernières phrases de Marc. Voilà. Alors, allons-y, dites tout ce que vous voulez sur le Nietzsche penseur, comme on en parlait, l'actionnisme, si on peut, ou bien cette histoire de l'implantation et du mot à mot. Le French kiss du traducteur chez le dentiste. Donc, non, mais on n'aura pas le temps, je pense, de discuter maintenant de tout ça. Il est moins 10, hein, donc peut-être on pourrait donner la parole à la salle, je ne sais pas, pour des questions. Oui, Marc, vas-y. Je veux juste dire quelque chose après ce qu'a dit Michel. Les frères Campos au Brésil, qui sont de très très grands traducteurs et qui réfléchissent sur la traduction, eux aussi, avaient forgé le mot de transcréation pour certaines œuvres de traductrices ou traducteurs qui faisaient un peu ce qu'a réalisé Guillaume. Ça me semble très juste. Justement parce qu'on bazarde à ce moment-là l'indéfini scolastique qui met toujours en scène la littéralité, la non-littéralité, le mot à mot, etc. Le littéralisme, je suis d'accord, si tu veux, à ceci près que, précisément pour le définir, pour définir ce qui, dans un texte, est sa littéralité, il faut produire une herméneutique qui est complexe. Oui, hein. Et voilà. Bon. Et donc, ça n'est qu'au terme de cette interprétation qui, pour le dire dans des termes qui cessent d'être à paillettes, signifie quelque chose comme une explication de texte bien conduite. Ce n'est pas autre chose que ce qu'on fait. C'est une explication de texte. On peut dire que ça s'appelle l'herméneutique, ça fait plus joli, mais ça ne rajoute rien, parce qu'en France, quand on entend herméneutique, on entend quelque chose
qui est immédiatement un contresens sur ce qu'elle veut dire, c'est qu'on entend tout, sauf Schleiermacher. Et par conséquent, on est tout le temps dans le Gadamer ou Heidegger, et pas du tout dans la tradition qui s'est confrontée avec Schleiermacher, spécifiquement au problème de la traduction. C'est pour ça que, bon, explication de texte, transcréation qui fait appel à ce qu'on doit reconnaître et appeler un talent. Alors c'est très injuste le talent, parce qu'il y en a qui en ont, La condition, et il y en a qui en ont pas. Équivalent à ce que j'ai appelé âge nouveau de la traduction. Exactement, exactement, tout à fait. Et nous sommes effectivement, je suis d'accord avec toi sur les différents âges de la traduction que j'appellerais pas des époques historiales, parce que je pense que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais alors, bon, non, épocale si tu veux. Nous sommes à un âge esthétique, donc à un âge mûr, qui permet justement de parler de transcréation en parlant de traduction. Ça me paraît très important. Et le diagnostic d'un poète sur Nietzsche, je veux absolument le citer, c'est celui de Stefan Georg, qui en 1901 écrit un poème qui s'appelle Nietzsche, donc juste après la mort de Nietzsche. Et Stefan Georg, qui est quand même, on pourra dire tout ce qu'on voudra sur lui, est un meilleur poète que Nietzsche, conclut son poème en disant ceci: Sie hätte singen, nicht reden sollen, diese neue Seele. Elle aurait dû chanter et non pas discourir, cette âme nouvelle. Et voilà un résumé absolument saisissant qui comme une sorte de coup d'épée, tombe sur la poésie de Nietzsche pour dire elle aurait dû chanter. Nietzsche aurait dû, en quelque sorte, avoir l'audace de ce dont il avait lui-même l'intuition. Et il n'a pas été jusqu'au bout, ou pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait souhaité. Je crois que Georg cite Nietzsche lui-même avec cette fin de poème. Oui, non, mais moi je ne veux pas répondre sur la lettre. Je pense que la lettre, elle est déterminée par tout le reste. La lettre, elle n'est pas à prendre en dehors de la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette lettre-là sans cette forme-là. Donc en fait, traduire la lettre sans la forme, c'est traduire la lettre sans ce qui a déterminé la lettre. Donc d'une certaine façon, c'est faire un travail qui est abstrait par rapport à la réalité du poème tel qu'il s'est constitué et qu'il s'est créé. En l'occurrence, par ailleurs, je pense que les formes en question, c'est pas du formalisme en fait, hein, c'est de la musique, comme vous le disiez, Michel. C'est-à-dire qu'au fond, Nietzsche, c'est quand même l'auteur de cette phrase célèbre, sans la musique, la vie serait une erreur. Et la musique, c'est aussi des formes de ce genre, des répétitions de sons, comme par exemple on propose les rimes, des attentes, des suspensions, des jeux sur des ressemblances, hein, sur donc des effets de miroir, d'écho, etc. Cette musique, on peut toujours dire qu'on va trouver une plus grande musique du poème dans la littéralité, en dehors de la forme qui a été choisie par le poète. C'est très beau, mais en même temps, le poète, il a choisi une forme dans laquelle la littéralité était déterminée aussi par le choix de sa forme musicale. Donc, moi, je crois pas, en fait. Je crois que c'est un trait assez français, hein, de penser qu'on peut se passer de ça. Quand je le dis à l'étranger, dans tous les pays de l'Est ou de l'Ouest, très à l'Ouest ou très à l'Est, les gens sont très surpris de notre parti pris, qui est de penser qu'il y aurait une sorte de vérité de la lettre, qui serait poétique de la lettre, qui irait plus loin que la vérité poétique de ce qu'on peut appeler la forme, c'est peut-être un mauvais terme. Il y a de l'arbitraire, bien sûr, et c'est justement l'arbitraire de la forme qui est intéressant. On en parlait avec Marc, c'est-à-dire le fait d'accepter que dans le poème, il y a de l'arbitraire, il y a un substrat arbitraire, il y a une histoire de la rime, il y a tout un travail de cette histoire, il y a des attentes, des suspensions, des surprises, etc. Tout ça, c'est un appareil extraordinaire qui c'est de la métaphore, en fait. Hein. Par exemple, mettre ensemble deux mots par leur son, c'est être déjà totalement dans la poésie pure. Oui. Une discussion intéressante. Ce qu'on appelle la musique d'un poème n'a rien à voir avec la musique. Il faut faire attention à la musicalité, et justement pas la musique, c'est-à-dire ce que Baudelaire appelait l'élastique ondulation, faisant observer que d'ailleurs le poème français est quantitatif et accentuel, pour envoyer promener toutes les histoires
sur la métrique à 1, 2, 3, 4 syllabique, c'est pas tout ça. C'est ça, la musicalité. C'est ça que j'appelle évidemment la littéralité. Et en même temps, talmudiquement, si on veut, il s'agit de réinterpréter tout le temps pour entendre dans la stupeur de l'aujourd'hui, qui d'une certaine manière, d'où ma question sur le nihilisme, si vous voulez, on menace tout ça. Nous sommes dans la menace. Comment faire avec les poèmes, y compris ceux que nous lègue Nietzsche, dont je remarque que Marc a dit qu'il ne s'en était pas occupé pendant 40 ans. C'est justement ça, c'est le point important. Et que cette réunion ait lieu maintenant dans notre discussion, je trouve ça formidable. Bien. Alors, est-ce que vous avez peut-être merci Michel, des questions sur cette inactualité de ces poèmes qui, en effet, tendent vers le 19e siècle, mais annoncent aussi autre chose? Peut-être qu'on pourrait donner la parole à la salle pour une ou deux questions, ou bien il est trop tard déjà. Une question là-bas. Alors, il faudrait lui porter, il y a plus de... Merci, Marc. Massivement, s'il y a une jeunesse poétique de la pensée, et si c'est pas dans le Zarathustra qu'il y a une jeunesse poétique de la pensée, le Zarathustra est éminemment postérieur aux grandes pensées de Nietzsche, est-ce que ces poèmes, massivement, voilà la question que je vous pose, à tous les deux d'ailleurs, ou à tous les trois, enfin à vous tous, est-ce que ces poèmes nous introduisent à pénétrer dans la jeunesse de la pensée de Nietzsche? J'ai l'air d'en douter. Pas tous, mais certains. C'est un tel ensemble qu'évidemment, on ne peut pas dire ça de tous ces poèmes, mais certains poèmes, oui, absolument. Je pense par exemple, je l'ai déjà cité plusieurs fois, au poème à l'hymne à la mélancolie, par exemple, où là, véritablement, on voit comment le passage par une expérience, disons, de sujet lyrique, c'est-à-dire Nietzsche, en Suisse, de méditation alpestre, etc., lui fait trouver, au fond, le concept de volonté de puissance dans cette espèce d'expérience au second degré qu'on a par la poésie. Or, c'est ce qu'il trouve dans ce poème, il ne le trouvera que beaucoup plus tard, dans sa poésie, dans sa philosophie thématique, enfin thématisée, thétique. Ça, c'est évident pour moi. Parce que là, à ce moment-là, il y a un dispositif poétique qui lui permet de se situer dans cette espèce de monde intermédiaire, disons, à la fois entre le réel et le monde qui l'entoure et ses réflexions, et en même temps entre la poésie et la philosophie. Voilà. Bon, je ne veux pas vous donner plus de détails, mais c'est un cas parmi d'autres. Et je pense qu'on peut trouver dans un certain nombre d'autres poèmes le même genre de choses. Et je crois que par contre, c'est vrai qu'à partir notamment du Gai Savoir, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce sont aussi des mises en forme qui sont des tentatives pour cristalliser, je dirais, une pensée. Peut-être plus que pour l'explorer. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus, avec votre intuition. Il y a une autre réponse pour compléter, qui consiste à se souvenir que Nietzsche a travaillé dans sa formation de philologue sur les plus grands poètes de l'Antiquité. Et donc il n'est pas naïf quand il travaille sur ce que font un Homère ou un Hésiode, surtout Hésiode, au début des travaux de la Théogonie, excusez-moi. Le travail que fait Hésiode au début de la Théogonie est une réflexion pré-philosophique sur le matériau poétique. Et Nietzsche l'a lu. Et dans les cours qu'il fait sur la littérature grecque, il y a de longs développements sur l'origine de la poésie et sur la manière dont ensuite elle innerve le discours philosophique. Parfois, ça demande en effet une lecture, on pourrait dire une herméneutique ou une explication de texte, une lecture assez... on est toujours dérouté par ces poèmes. C'est-à-dire que, comme le disait Jessica, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un poème dans lequel ça va pas être évident de voir apparaître un travail philosophique dans tel ou tel poème. Mais,
en le regardant vraiment, en le regardant de près, en l'analysant, en faisant une explication, en le déployant, on voit apparaître des choses qui sont toujours décalées, qui sont toujours des surprises, en fait, qui sont toujours inattendues. Parce que dans le poème, en fait, il y a des processus réflexifs, on pourrait dire, hein, ou des processus de modélisation du monde qui ne se déroulent pas ailleurs, qui se déroulent là. Mais il faut pouvoir les voir, il faut savoir les voir. Et pour ça, il faut aussi bien connaître Nietzsche, je pense. C'est-à-dire pour voir comment, ici, tiens, par exemple, le sans-culotte Jésus-Christ, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, on a quelque chose qui se passe, qu'on n'a pas vu avant, mais qu'on va revoir plusieurs fois après. Et qu'est-ce que... c'est pas des poèmes philosophiques. Ce sont, pour notamment ces poèmes de jeunesse, ce ne sont pas des poèmes philosophiques, ce ne sont pas des poèmes d'illustration philosophique non plus, mais c'est des poèmes exploratoires. C'est là, je pense, qu'est leur... disons, leur promesse philosophique, elle est là. Mais elle demande quand même un certain travail de l'exégète. Alors, ça ne tombe pas sous le sens en les lisant. C'est sûr. Voilà. Autre question, peut-être ? Stéphane, Michaud ? Oui, pour poursuivre ce que disait Guillaume en entrée, c'est vrai que les poèmes historiques ou les poèmes de jeunesse sont assez désorientants. Mais en même temps, j'étais frappé d'une chose, c'est ce qu'il écrit, il a 19 ou 20 ans, il écrit sur la bataille de Leipzig. Or, Leipzig, c'est juste à côté de là où il est né, donc il n'y a rien de plus naturel. Mais il y a, je dirais, un glissement où on voit déjà apparaître l'homme qui va défendre la liberté de l'esprit, la liberté, au fond, du combat intellectuel pour une libération de la vie. Voilà que le Völkerschlacht, le combat des peuples, devient le Geistesschlacht. Et donc, dans le même rythme absolument, il y a un glissement du combat des nations vers un combat pour la liberté de l'esprit, ou un combat de l'esprit. Et ce combat de l'esprit, on y voit par derrière déjà, eh bien effectivement, ce que sera cette liberté. Sauf que, enfin, un élément annexe qui est très secondaire, ce Jésus-Christ sans culotte, pour avoir pas mal fréquenté les Français de 48, je suis assez frappé de retrouver ce qui était un des grands thèmes de la pensée révolutionnaire de 48 sous la plume de Nietzsche. C'est assez surprenant. Nietzsche reprend, en fait c'est une phrase de Camille Desmoulins. C'est Camille Desmoulins qui est exécuté ayant 33 ans. On lui demande son âge, il répond « j'ai l'âge du sans-culotte Jésus-Christ », 33 ans. Mais Nietzsche a lu ça dans un livre d'histoire, il l'a pris. Voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi les phénomènes, disons, de métamorphose, quasiment de métabolisme philosophique dans ces poèmes de jeunesse. On ne les voit pas sinon. Il l'a pris à Camille Desmoulins et il l'a fait dire par Louis XVI, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt dans ces gestes-là que pour les poèmes de jeunesse, on voit et à mon avis, il y a moi je ne l'ai pas encore fait du tout, mais on peut trouver énormément de choses dans ce genre dans l'analyse de ces gestes. On peut trouver beaucoup d'anticipation de gestes philosophiques qui sont un petit peu finalement, comme dirait Nietzsche d'ailleurs, une sémiotique, une gestuelle justement, une gestuelle qui est en dessous. Philologique, en filigrane, en dessous, sous la philosophie thétique de Nietzsche. Est-ce que par les poèmes, on ne va pas pouvoir justement reconstituer des gestes plus archaïques, plus profonds, et donc un peu des secrets de fabrication, peut-être. Bon, merci les amis, on nous demande toujours de partir à 6 heures. Donc on va... Ah, il y avait une autre question ? Pour rebondir sur les secrets de fabrication, justement, vous avez évoqué un poème, La Cloche, qui parlait de la folie, de l'errance, etc. Et vous dites qu'a priori, Nietzsche se serait inspiré d'un conte d'Henderson. Non, pas du tout, c'est vous qui pensez que... Mais est-ce qu'il aurait pu lire les contes d'Henderson, justement ? Ce serait une idée à creuser, peut-être ? Quand Google n'est pas là, il y a Marc. Et auriez-vous la page de ce poème, s'il vous plaît ? Avant-dernier fragment ? C'est l'avant-dernier fragment, page 445. D'accord. Et s'agit-il d'un poème de jeunesse, s'il vous plaît ? Pas du tout, si c'est à la fin.
Non, c'est un des derniers fragments, justement. D'accord. Bon, Comme les poèmes, c'est chronologique. les poèmes qu'on lu. Oui. Oui, la cloche de oui, la ballade. D'accord. Merci. Voilà, parce que Michel de Guy avait lu aussi les derniers fragments. Hein. Les poèmes qu'il a lus, c'était les derniers fragments de Nietzsche. Voilà. Bon, merci beaucoup.